Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, je suis particulièrement de bonne humeur et ravie parce que je ne suis pas seule et j'ai une invitée spéciale pour celles et ceux qui ne la connaissent peut-être pas. Il s'agit de Clémence Touvron du studio Blumst. Je l'ai bien dit ? Exactement, c'est ça. Bienvenue Clémence. Merci de m'accueillir, je suis très contente. Alors Clémence m'a fait le plaisir évidemment d'accepter mon invitation et c'est assez drôle parce que pour la petite anecdote, je lui ai demandé, on travaillait un peu dans les mêmes bureaux et je l'ai croisée aux toilettes. C'est vrai, je peux pas dire le contraire, c'est exactement ça. Alors je l'ai pris à la sortie et je lui ai dit écoute Clémence, il faut que je te dise quelque chose, on se connaît pas beaucoup, c'est une scène très bizarre, oui. Mais j'aimerais et j'adorerais que tu participes à mon podcast et écoutez, elle a dit oui manifestement. Voilà, moi de toute façon dès que c'est en dehors des toilettes ça me va, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a décidé un petit peu de sortir des toilettes et de faire ça dans un cadre un petit peu plus approprié. Du coup Clémence, on va en apprendre beaucoup sur toi aujourd'hui, je l'espère. Oui, bon moi j'espère pas trop, mais on va voir. Je vais essayer. On va enlever un petit peu la nervosité des débuts parce que, en fait, Clémence, la raison pour laquelle je lui ai demandé de venir, c'est parce que je pense que c'est une personne qui gagne à être davantage connue. Vous le savez, dans le podcast, j'essaye vraiment d'inviter des personnes qui m'inspirent, dont le travail est vraiment super et top. Et je pense que, bon, elle n'a pas besoin de moi pour ça, mais c'est vrai que pour ceux qui ne sauraient pas un petit peu ce que fait Clémence. Comment on peut résumer ton métier juste Tu es directrice artistique ? Oui, on peut dire que je suis directrice artistique. Je fais un petit peu d'illustration. J'ai fait des études dans le design graphique et puis voilà quoi. Et puis maintenant, je suis entrepreneuse. Ouais, donc encore une personne avec beaucoup de casquettes, vous allez le voir, c'est ça qui est intéressant aussi dans le profil de Clémence. Et on va commencer, si tu as bien écouté le 2e podcast, avec la petite tradition du podcast qui se trouve être la citation de l'invité. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de faire connaissance avec toi Clémence. Donc, est-ce que tu as réfléchi un petit peu à une citation, une grande phrase comme ça inspirante qui te représente bien ou alors qui te plaît beaucoup ? Oui, alors... je l'ai fait, mais il faut tout de suite que je prévienne que ça va être un peu compliqué. Mais je me suis dit, j'ai vraiment essayé de me triturer l'esprit, à essayer de me trouver une phrase, et c'était celle-là. Donc en fait, c'est une phrase qui est issue de la série Game of Thrones. Ok. Et je sais pas si tu l'as vue. Écoute, je suis la mauvaise personne parce que je ne l'ai pas vue. Bon, c'est pas grave, je vais expliquer un petit peu. Oui. Donc c'est une phrase en anglais, donc je suis désolée si j'ai pas un super accent. Peut-être qu'au pire, tu me corrigeras, puisque je pense que tu sauras mieux le dire que moi. Donc la phrase, elle dit « What do we say to the god of death ?» Et la réponse, c'est « Not today ». Ça veut dire, en gros, qu'est-ce qu'on dit au dieu des morts ? Pas aujourd'hui. Et cette phrase, si je l'adore, c'est parce qu'en fait, elle résume beaucoup la série. Je vais spoiler personne, mais en gros, elle veut dire que... en fait, l'histoire, ça parle d'Arya, pour ceux qui connaissent. Et dans l'histoire, en fait, on lui pose souvent la question qu'est-ce qu'on dit au dieu de la mort, et on lui dit pas aujourd'hui. Donc en fait, l'idée, c'est de... il se passera rien aujourd'hui parce que toi tu l'as décidé en fait. Et cette phrase un peu de guerrière, je l'adore, elle me motive, mais un truc de dingue, parce que je me dis il peut rien m'arriver, on n'est jamais bloqué dans la vie. Et c'est un peu ce qui se passe dans ton podcast aussi, c'est l'histoire que quoi qu'il t'arrive, c'est pas aujourd'hui qu'on va te faire du mal ou qu'il va t'arriver quelque chose. Et c'est pour ça que j'adore cette phrase, voilà. Ok, mais c'est super, comme ça on a fait une pierre deux coups. J'ai découvert une phrase de Game of Thrones. Exact. Je pense être une des rares au monde qui n'a pas regardé cette série. Je m'en excuse, mais par contre je trouve la phrase super intéressante et ça dit aussi quelque chose de ta personnalité. Le fait que tu connectes avec une phrase qui est aussi orientée sur... la mort, alors que en vrai je suis très positive. Ouais. Mais non, mais il y a ce côté... En fait, je la résume aussi dans le côté on n'est jamais bloqué dans la vie. Et ça, c'est vraiment un motto que j'ai beaucoup en moi, et qui est que lance-toi, parce que pourquoi il t'arriverait quelque chose d'horrible ? C'est vrai, on a tendance souvent à se laisser happer par les peurs, les hésitations et à se dire ouais, je sais pas, etc. Mais c'est vrai que finalement, quand tu relativises un peu et que tu dis ouais, mais
Enfin, c'est toi en agissant pas, tu te laisses un petit peu mourir. Donc finalement, Exactement. lève-toi, Allons-y. bouge-toi et on fait quelque chose, quoi. Donc c'est super. Mais je pense que je l'ai peut-être un petit peu senti, tu vois, la fois on était aux toilettes. Mais je pense que non. En réalité, je l'ai senti la première fois que je t'ai rencontré et aussi par rapport aux échos positifs que j'avais te concernant. Et c'est pour ça que c'est important d'être soi-même et Oui. d'être bien dans ses baskets. C'est parce que souvent les gens vont aussi parler de vous de cette manière-là. Exactement, ça, c'est vrai. C'est l'impression que j'ai eue parce que moi, avant même de te rencontrer, j'avais eu des personnes qui m'avaient dit ah oui, Clémence Touveron, c'est vraiment une chouette personne, une belle personnalité, etc. Et je me suis dit, bah, c'est cool, ça va être une fille chouette alors. Bah, ça me fait plaisir parce que c'est super sympa. Non, mais tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que j'essaye d'être positive et de voir souvent le bon côté des choses. Et voilà. Bah, c'est génial. En tout cas, ça se ressent aussi, je pense, dans ton travail. Donc, pour peut-être un petit peu contextualiser les choses, on va dire un point important aujourd'hui, c'est que toi, tu t'es lancée à ton compte. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu es entrepreneuse maintenant. Donc, c'est super intéressant aussi de savoir quel a été ton parcours rapidement et quelle a été la transition de, on va dire, maintenant je me lance, je suis entrepreneuse et j'ai envie de me lancer, mais je sais pas trop comment faire. Qu'est-ce que tu faisais, on va dire, il y a encore quelques mois? Oui, alors il y a encore quelques mois, j'étais dans un beau CDI, hein, j'étais très très heureuse, enfin ça se passait bien. Voilà, j'étais directrice artistique d'une agence de communication. Et puis voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Et du coup, j'ai démissionné au mois de mai dernier. Et j'ai commencé à créer mon entreprise fin juin, début juillet. Donc voilà, là ça fait 3 petits mois. Hein. C'est vraiment une bébé entreprise, mais je suis déjà très contente et j'ai déjà des retours positifs, donc c'est sympa. Voilà. Ah, c'est top. C'est pour ça que je viens un petit peu te cueillir au saut du lit parce qu'effectivement, donc Clémence, comme je vous le disais, en fait, est venue travailler dans les mêmes bureaux où moi je travaillais, au 1535, et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés physiquement. Exact. Et c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, cette nana, elle se lance, et puis elle est déjà, elle a déjà un petit pied dedans, mais elle y va à fond au niveau de sa com, au niveau de la promotion de son entreprise. Donc on l'a dit, ton studio, c'est Studio Blumst. Exactement. Ouais. Tu peux nous raconter un peu l'histoire du nom d'ailleurs? Alors, pour ça, je vais parler un peu aussi d'une autre, une personne que j'adore. Jessica Walsh, c'est une directrice artistique new-yorkaise. Et en fait, elle vient de lancer son studio aussi, qui s'appelle And Walsh. Voilà, c'est la petite anecdote. Et elle a notamment écrit un article qui disait qu'il y a donc il y a 70% des gens qui font des études d'art appliqué ou d'art qui sont des femmes. Et par contre, il y a que, je crois, je l'ai noté, donc je vais le dire exactement. Alors voilà, il n'y a que 5 à 11% des femmes qui sont des directeurs de création dans des agences, et il n'y a que 1% des agences, bon ça parle du monde, hein, des agences créatives qui ont des femmes à leur tête. Donc c'est dingue. Bon, je sais qu'au Luxembourg, il y en a quand même un petit peu plus, donc c'est tant mieux. Mais je trouve en fait, moi en ayant cherché du travail, que c'est un monde qui est très masculin. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir, c'est que je trouve vraiment que c'est un monde où il y a beaucoup d'hommes, où on a l'impression que c'est eux qui dirigent la communication globale du monde. Et je suis pas 100% féministe, tout ça, mais je trouve que ça manque souvent de sensibilité en fait. Et voilà. Et vu que moi, mon truc, c'était un peu l'illustration, ça c'est clair que c'était ma touche personnelle depuis pas mal d'années. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose qui tout de suite, qui montre tout de suite qu'il y a une femme derrière. Et c'est pour ça que j'ai créé quelque chose avec des bases un peu florales, mais plutôt végétales, voilà, quelque chose de féminin finalement. Et donc j'ai créé quelque chose autour de la fleur. Et la deuxième chose que j'adore, c'est tous les pays scandinaves. Donc du coup, j'ai cherché un mot qui pouvait un peu parler des deux. Et j'ai trouvé le mot blomst, qui signifie donc fleur en danois. Ok. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à ça. J'avais un petit peu deviné parce que ton univers, effectivement, il est hyper floral. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi en anglais le côté bloom. Oui, exact. Et je me suis dit, c'est un petit peu, on a l'impression, alors je savais pas que c'était d'une origine scandinave, mais je me suis dit, c'est peut-être un mix de plusieurs choses entre cette idée d'éclosion, ça qu'on dit. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, cette fleur qui en
en plein développement, voilà, qui se réveille. Et je me suis dit, c'est peut-être un petit peu une métaphore de toi qui te lance et Ouais, ça. Et puis même, alors moi, les clients que je préfère, ça va être des petites entreprises enfin, des personnes en fait, qui veulent créer quelque chose ou qui ont envie Bah, en fait, mon motto, ça va être Bloom where you are planted. Donc, c'est-à-dire, fleuris où tu es planté. Donc, je parle aux gens qui vont avoir envie d'être connus dans leur environnement, d'avoir une belle image, tout ça. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir des vrais gens qui sont pas loin. Donc voilà, tu vois, il y a tout ce côté minutieux, petit, pas loin. Enfin, voilà, toutes ces choses que je trouve très intéressantes, qu'on retrouve un peu là-dedans. Et puis, autre chose que tu as sûrement remarqué, que ce soit sur mon site ou mes réseaux sociaux, j'ai ce qu'on appelle la peur du vide. Donc, je sais pas si tu connais, c'est une notion d'art en général. Ça date plutôt, on va dire, du Moyen-Âge, quand ils remplissaient énormément les tableaux, quand il n'y avait jamais un trou de vide, tout ça. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore quand il y a... Enfin, pas pour tout, hein, pas chez moi par exemple, mais quand je crée quelque chose, j'aime bien quand il y a des endroits où il y a beaucoup de choses et où ça parle de plein de choses. Donc voilà, c'est un peu ce qui me représente. Et du coup, dans la fleur, il y a quelque chose de riche en fait, que j'apprécie beaucoup. Et voilà. Ok, super intéressant. Et je vous invite d'ailleurs, je vais remettre un petit peu tous les liens dans la barre d'infos, mais allez jeter un coup d'œil à Instagram qui est vraiment super, l'Instagram du studio. Je trouve que c'est agréable de regarder un peu ton feed et même quand tu publies un post par-ci, par-là, il y a toujours effectivement, comme disait Clémence, quelque chose de féminin dans ses créations, mais sans être trop girly. Non, Je pense ça, que oui, ça c'est hyper important. voilà. Je veux pas non plus, enfin, ce que je te dis, moi je suis pas 100% féministe, girl power, je déteste les hommes et tout, non, pas du tout. C'est juste que je veux être moi. Ouais. Voilà. Très bien, super. Alors, petite question aussi concernant l'illustration. Tu disais que c'était ta petite touche personnelle, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Est-ce que c'est par là que tu as commencé? Je veux dire, est-ce que à la base, à l'école primaire, tu dessinais, puis tu t'es dit, plus tard, j'ai envie d'être dessinatrice ou quelque chose comme ça? Alors, ça c'est très marrant que tu me parles de ça parce que je vais t'expliquer et c'est un peu... c'est marrant ce qui m'est arrivé. Donc en fait, j'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite, mais je pense comme la plupart des petites filles et des petits garçons, tout le monde aime dessiner. Quand je suis arrivée au collège, je me suis retrouvée face à des gens qui dessinaient mais tellement bien, tu te dis mais je ne montre pas mes dessins, c'est pas possible. Donc voilà, il m'est arrivé ça. Je dessinais toujours mais sans trop en faire. Puis j'ai commencé mes études. J'ai une cousine de mon père qui est illustratrice, mais pour le coup assez connue. Depuis que je suis toute petite, je rêvais d'être elle. Elle m'envoyait des cartes à mon anniversaire, elles étaient magnifiques, je les redessinais, mais bon, c'était jamais aussi beau qu'elle parce qu'elle vraiment c'est. Enfin, pour moi, c'est voilà, ça, c'est un autre niveau. Et donc voilà, j'ai fait mes études d'art appliqué, mais moi, c'était plutôt le graphisme et le côté carré, créer des choses voilà, plutôt tu vois, rigoureuses qui m'intéressaient. Et, et voilà, j'avais mis de côté l'illustration. Pendant mes études de graphisme, je devais en faire un petit peu forcément pour la publicité, dessiner les refs et tu vois, les planches de publicité, forcément j'ai dû en faire. Et puis je me suis retrouvée en agence de publicité à Paris. Et là, j'étais un petit peu l'ovni, entre guillemets, de l'équipe, parce que tout le monde était très carré, très publicitaire, et moi j'étais plus illustration, peut-être un peu même bébé, enfant, voilà, je faisais les trucs à côté. Et on a commencé à me demander des trucs improbables, c'est-à-dire qu'on a commencé à me demander de faire les cartes d'anniversaire de un tel, le pot de départ de un tel, redessiner lui, machin. Et tout le monde me faisait des milliards de compliments, alors que moi je me disais, mais je fais un truc bateau, quoi, tout simple. Et quand je suis partie, j'ai fait une petite BD pour leur dire, voilà, je pars, et voilà. C'est génial, ça. Ouais, et en fait, tout le monde a commencé à me dire, mais continue là-dedans, c'est trop bien, et tout. Et en fait, j'ai pris beaucoup plus de confiance que j'avais détruite à l'adolescence parce que je m'étais dit, non, je suis pas... laisse tomber, abandonne cette idée, c'est impossible. Et puis en fait, j'ai décidé d'assumer complètement mon style, mes échecs, les traits qui sont de côté, qui vont pas. J'ai laissé tous mes dessins, même sur Instagram, des choses qui sont... Aujourd'hui, je les vois, je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai publié ça? Même la lumière, ça va pas. Et voilà. Et le fait d'assumer, je pense que c'est hyper important. Donc c'est revenu en fait finalement que assez tardivement le dessin pour toi. Ouais, c'est revenu assez tardivement. Ok, super. Mais c'est vrai que c'est assez rare
Après, c'est pas un cas exceptionnel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de graphistes qui ne savent pas dessiner, hein, tout simplement. Ben, c'est ce que je te Ils sont disais. très bons dans le graphisme, mais qui ne dessinent pas du tout. Non. Et quand tu trouves le graphiste qui est bon dans le graphisme et qui en plus sait dessiner, là c'est bingo. Mais clairement. Et après, alors, je fais une aparté là-dessus. Moi, en école d'art, j'ai vu des gens qui ne savaient absolument pas dessiner, apprendre à dessiner. Donc, c'est pas impossible. C'est un travail aussi, c'est un regard, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Alors après, bon, à plus ou moins haut niveau, mais moi j'ai vu des gens qui avaient pas de capacité à la base et c'est des techniques en fait. Ouais. Et du coup, rien n'est jamais perdu. Super. Et là, est-ce que ton propre style, ta patte un peu en illustration aujourd'hui, tu la mets au service de tes clients? Est-ce qu'ils viennent aussi chercher ça ou alors est-ce qu'ils viennent plus chercher la graphiste? J'ai les deux. Ok. Vraiment, j'ai les deux. J'ai vraiment des deux. J'ai de plus en plus de gens qui viennent me demander des choses d'illustration. Et puis voilà, après moi j'en fais pas mal pour moi-même. Je fais des petites cartes postales, des choses comme ça. Bon voilà. Et ouais, j'en fais aussi. Alors j'ai une petite question pour toi. Est-ce que c'est difficile de faire, on va dire, la différence entre le taf graphiste, on va dire art director, et celui d'artiste, tu vois, qui sont, à mon sens, deux choses différentes. Est-ce que cette frontière-là, elle est suffisamment claire pour toi? Alors, je vais te dire un truc, elle l'est totalement parce que moi, je me sens absolument pas artiste. J'arrive pas du tout à me voir comme une artiste. J'en côtoie et du coup, je me sens pas du tout... je le vois, je sais pas, je le vois pas comme ça. Je vois tout mon travail, même celui d'illustration, comme un travail de direction artistique. Très bien. Donc, qu'est-ce qui différencie selon toi l'approche d'un artiste de celle d'un directeur artistique? Alors, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a vraiment une démarche derrière tout ça, derrière son travail, qui le fait déjà de un, pas forcément pour vivre. Enfin, il y a, tu vois, ce côté-là. C'est pas une commande. Un artiste, ça va être vraiment lui qui décide de ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Après, ça peut être une commande, mais c'est encore différent. Et voilà, c'est tout ça. Moi, mon travail, c'est plutôt bien plus terre à terre. C'est-à-dire que j'ai un client qui vient me voir pour quelque chose. Je fais ce qu'il dit et c'est lui qui décide de comment va être la finalité. Au niveau de mon travail d'illustration, je vais pas assez loin dans mon illustration pour dire pour faire un travail d'artiste et dire ça vaut autant d'argent. Pour moi, ça vaut rien. Ce que je fais, c'est des petites choses à côté. C'est juste une passion et voilà. En tout cas, je me définis pas du tout comme une artiste. Ok, très bien. Par rapport à peut-être un petit peu plus le volet entrepreneurial, est-ce que toi, de ton côté, du fait que tu avais cette expérience en agence, donc on l'a dit, tu as travaillé quand même plusieurs années en agence, tu as été dans une situation de CDI. En tant que salarié, on connaît le confort que cela peut procurer. Quelles ont été les choses qui t'ont convaincu, qui ont été suffisamment importantes pour que tu puisses te jeter à l'eau? Parce qu'on sait, l'entrepreneuriat, c'est quand même un peu effrayant. Il y a quand même... Ou est-ce que toi, t'as pas du tout vu ça? Tu t'es dit, après tout, ils le font, je le fais, je me pose pas de questions. Guerrière avant tout? Ou qu'est-ce qui a fait que t'as pu, à un moment donné, on va dire, surmonter les appréhensions? Ouais. Alors, moi, je me serais jamais dit que j'allais créer mon entreprise. C'est-à-dire que je suis rentrée, j'ai fait mes études comme une bonne petite fille qui faisait bien son truc. J'ai fait mes petits stages, j'ai fait mes premières expériences. Et j'ai même eu une expérience qui s'était pas très très bien passée, où à la fin on m'a dit je te vois pas gérer une équipe par exemple, alors que quelques années plus tard c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, voilà, comme quoi. Et en entrant dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, jamais je me serais dit je vais créer ma boîte suite à ça. Mais il s'avère que je pense que c'est la parole des gens autour de moi. C'est un peu ce qu'on me disait, le fait qu'on me disait, par exemple là dans la dernière entreprise, mais regarde, c'est toi qui fais tout, toi qui fais tout ça, tu te rends pas compte que tu pourrais le faire aussi pour toi. Alors là je me disais oui mais bon c'est quand même pas pareil. Et puis j'ai aussi une expérience plus tôt où j'ai été aussi auto-entrepreneur en France et ce qui a fait que je connaissais un peu l'entreprise, la paperasse entre guillemets, voilà.
Bon, ça, en vrai, ça me faisait pas trop peur parce que j'essaie d'être assez rigoureuse, donc bon, voilà. Je me disais, je suivrai le fil, on verra bien. Tu n'as pas de phobie administrative. Non, Ok. ça va. Et du coup, voilà. Et puis en fait, ouais, j'ai eu de plus en plus de gens qui sont venus me parler au cours de la dernière année, petit à petit, qui me disaient «Ah, mais est-ce que tu pourrais me faire ci, me faire ça?» Des petites illustrations, mais des choses qui valaient rien, que je pouvais même pas facturer, ou enfin, c'était pas possible. Et puis je me disais «Mais au final, ça pourrait être un métier de faire ça, et puis de faire ça aussi, et puis pourquoi pas moi?» Et puis là, je me suis dit «Bon, j'arrive au bout d'une histoire avec cette entreprise, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de trouver un autre métier, enfin une autre entreprise, ou est-ce que je crée ce que je veux créer?» Et en fait, je crois que l'envie, elle était hyper forte au fond de moi. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de... En fait, tu sais, à force de travailler dans cette entreprise, j'avais vu un peu tout ce qui se faisait ailleurs. Et j'avais vu tout ce que j'aurais aimé faire, mais que je pouvais pas révolutionner dans cette entreprise parce que c'était pas la mienne. Bien sûr. Et là, je me suis dit, ben, lance-toi. Il n'y a pas de raison que les autres, ça marche, et pas toi. Génial. En plus, donc là, on est quelques mois plus tard, après cette Exactement. prise de décision. Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités qui sont nécessaires pour être entrepreneur, pour se lancer à son compte? Des choses qui sont un peu indispensables d'avoir dans sa petite trousse d'entrepreneur? Ouais, alors déjà, la première chose, moi souvent, depuis que je me suis lancée, j'ai eu pas mal la question de j'ai un copain ou moi, j'aimerais me lancer, est-ce que tu penses que c'est bien, machin, bon bref. Et à chaque fois, les gens qui me disent ça n'ont pas ou très peu d'expérience. Et là, je dis non direct parce que clairement, moi, si en sortant des études, j'avais commencé à essayer d'être entrepreneuse, ça n'aurait pas fonctionné. Je pense qu'il faut déjà bien maîtriser ce qu'on veut faire. Il faut être sûr de soi, et la confiance, elle s'acquiert que en ayant un peu d'expérience. Et puis, il faut connaître le métier. Ensuite, je pense qu'il y a une grosse partie de confiance. Il faut y aller, en fait, il faut pas réfléchir, il faut se dire mais oui, j'y arriverai, bien sûr que j'y arriverai, pourquoi j'y arriverai pas? Et puis ça marchera toujours, quoi qu'il m'arrive, et même si ça, et même si ça, et même si ça, il n'y a aucun problème. Après, moi j'ai eu la chance aussi d'être bien entourée, ça c'est indéniable, c'est-à-dire que moi, mes parents par exemple m'ont jamais dit «Oh mon Dieu, ne le fais pas». Ma mère, une des premières choses qu'elle m'a dit c'est «Tu le regretteras jamais». Et super, Ça, c'est quoi. top. Ouais. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs, Non, toi? pas du tout. Ok. Pas du tout. Mes parents sont tous les deux professeurs des écoles, directeurs d'école. Je viens plutôt d'une famille qui connaît même pas le fait de travailler dans une entreprise. Donc voilà, mais je pense qu'ils ont cru en moi, et c'était la base. Bon, même si mon père, je pense que maintenant il est content, mais qu'à la base il s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, et voilà, donc c'est des choses comme ça. Mon copain, pareil, il a été tellement derrière moi. Le pauvre, je lui ai pris la tête, je lui ai montré tous mes doutes, mais il y a cru. Et en fait, c'est tout ça qui fait que ça fonctionne. Ça, et puis après, bien maîtriser ce qu'on fait, bien maîtriser la communication autour de ce qu'on fait, et puis y croire. Je crois que c'est la base. Super. Je pense que ça se rapproche un petit peu de ce que m'avait dit David Sonner lors du deuxième épisode, puisque je lui avais aussi posé cette question et lui m'avait aussi parlé de l'importance d'avoir un peu d'expérience avant de se lancer. C'est vrai que c'est tellement de nouvelles choses quand tu te lances à ton compte que j'imagine que si déjà tu maîtrises pas le fond de ce que tu vends, c'est compliqué de voir gérer ça en parallèle avec aussi les choses que tu ne connais pas encore dans le côté entrepreneurial, le fait de gérer une entreprise, que ça implique, toute la comptabilité, la fiscalité, et Ouais, j'en c'est passe. ça. C'est déjà C'est ça. suffisamment lourd, donc si en plus on n'est pas sûr de savoir ce qu'on fait, Ouais. donc est-ce que ça signifie que quand toi tu t'es lancé, tu t'es dit bah ça y est, moi je suis suffisamment confiante pour savoir comment me vendre, comment vendre ce que je fais et comment le faire bien? Ouais, ça c'est indéniable. Ça c'est clair que quand je dirais que j'ai eu quelques mois à un an de réflexion avec des passades où je me disais mais non c'est pas possible, je ne ferai pas ça. Mais depuis ce temps-là, je savais que je pouvais le faire, que j'en étais capable en tout cas, et que je savais, je connaissais l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire de la facturation, les devis, tout ça, à vendre mon propre travail. Après, la chose qui me faisait peur, c'était plutôt de me retrouver seule. Je passais d'une entreprise où on était 5-6 à moi toute seule dans un bureau, à devoir me motiver le matin, en hiver, quand il fait froid, je suis pas encore, hein. Mais bon, voilà, à devoir se dire oui, il faut que j'y aille.
et il faut que je travaille, et je suis toute seule. Et parfois, quand on a des périodes de doute où on n'est pas sûr de ce qu'on a fait, ça doit pas être très simple, mais bon, voilà, pour l'instant, je me motive à moi-même, et voilà. Est-ce que tu penses que tu auras rapidement besoin d'avoir quelqu'un avec toi, que Et ce soit en termes de ben, charge de travail ou de prévision pour l'avenir? alors, en termes de charge de travail, je vais te dire oui. Mais pour l'instant, j'essaie de vraiment laisser un peu le temps aux choses parce que voilà. Mais moi, j'ai envie. Enfin, j'y suis pas, hein, je verrai bien, voilà. Mais moi, j'ai envie d'avoir une à plusieurs personnes avec moi, rien que pour le fait d'être ensemble. Et bon, ça fait un peu message de dépressive anonyme, hein, mais je n'ai pas d'amis. Non. Venez! Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, en fait, ça, je vais parler d'autre chose un petit peu avant de reparler de ça, mais pourquoi j'ai créé une entreprise et non pas j'ai voulu être indépendante, c'est que moi, j'avais besoin de parler en le nom d'une entité, une autre entité, en fait, de pas dire moi, moi, moi. Déjà, j'ai un peu un problème, même si, bon, voilà, j'ai confiance en moi, tout ça, mais bon, parler que de moi, même si c'est ce que je suis en train de faire, mais tu vois, dire Clément Souron fait ci, fait ça, oh là là, non. Par contre, nous, mon entreprise, cette entreprise, mais c'est nous, c'est quelqu'un. Là, je trouve ça hyper intéressant, impactant, et à partir de ce moment-là, ça devient quelque chose de concret. Maintenant, après, moi, j'ai envie qu'on soit plusieurs et qu'on soit vraiment un nous, et de trouver les bonnes personnes qui correspondent aussi à ma philosophie, à ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et ça, ouais, je l'envisage clairement. Ah, c'est génial, c'est vrai que quand tu lances une entreprise, c'est toujours un petit peu... moi, je l'ai expérimenté avec pas mal de personnes que j'ai côtoyées aussi au 1535 qui se lancent à leur nom. Toujours un peu le dilemme de savoir est-ce que tu dois lancer une boîte qui porte ton nom, toi tout seul, ou est-ce que tu dois essayer de penser plus long terme et de dire bah, je vais faire un studio, je vais faire une entreprise qui porte un nom précis qui n'est pas forcément le mien, mais dans laquelle je vais pouvoir déjà commencer, même s'il y a que moi qui y bosse pendant 1 an, 2 ans, Ouais, 3 ans, voir y mettre pour toujours, voilà, on pour sait pas. toujours, on ne sait pas, hein, mais une vision, une envie, quelque Ouais. chose qui est vraiment au-delà de moi personnellement, mais comme tu as dit tout à l'heure, le nous en fait. Oui, et je pense que tu te protèges aussi d'une certaine manière Ouais, parce qu'il y a... Enfin, quand tu vois, par exemple, tu fais une création, je dis n'importe quoi, et puis finalement on te dit c'est nul, enfin, il y a plein de commentaires négatifs. Si c'est toi, c'est dur parce que c'est toi. Alors que si c'est l'entreprise, ben, tu dis ok, ben, on s'est trompé. Voilà, on ouais. avance. Je pense aussi, oui, Mhm. que c'est Dans les déjà deux sens. suffisamment difficile. Donc, c'est Ouais, vrai que c'est aussi une manière de dire, bah voilà, cette entreprise, elle est faite d'humains, sans doute, hein, qui est Clémence ou une autre personne qui bosse dedans. Bah voilà, c'est une chose, mais ce qui est proposé, ça doit être de qualité équivalente, peu importe qui travaille dessus. exactement. Après, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais au moins, c'est pas une attaque personnelle C'est ça. à dire je n'aime pas comment tu as fait ça, Oui. telle personne. Enfin, pointer quelqu'un directement comme étant voilà le problème. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Une autre question que je voulais te poser aujourd'hui, c'était un petit peu de savoir, tout à l'heure tu l'as brièvement abordé, mais est-ce que c'est difficile de lancer un business quand on est une femme? C'est une question peut-être un peu bête, mais je me demande, est-ce qu'on rencontre plus de difficultés quand on est une femme? Alors, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai commencé à chercher du travail, clairement, oui. Je trouve que c'était pas facile. Et pourtant, donc comme je te l'ai dit, je viens d'un milieu où mes parents faisaient le même métier. Enfin, pour moi, la femme est vraiment à l'égal de l'homme. Je n'ai jamais ressenti de différence. J'ai fait autant d'études que mon copain. Voilà, on a fait la même chose. Et pourtant, quand j'ai commencé à chercher du travail, j'ai vraiment eu du mal. Je me suis pris des réflexions quand je disais que mon copain travaillait dans une entreprise, une autre agence de communication. On me disait, ah ben, nous on cherchait plutôt un homme pour ce poste, vous auriez pas. Enfin, il cherche pas du travail. On t'a déjà fait Ouais, cette on m'a déjà fait remarque? cette remarque, ouais, ouais. Spécial, hein. Et qu'est-ce que ça aurait changé Ben, je ne sais selon eux? pas. C'était, ils voyaient un homme sur ce Ben poste. voilà, c'est Un ça. poste pour lequel toi tu postulais. Exactement. D'accord, Non, mais très il y a des bien. choses comme ça où c'est un peu spécial. Donc dans ce sens-là, j'ai eu quelques doutes. Et en fait, alors après, c'est très... Ça date d'il y a peu de temps, hein, c'est très récent. Alors je sais pas si c'est aussi le fait d'avoir passé la barrière des 30 ans depuis un mois, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi et en fait, je me dis que... Enfin, je sais pas si c'est ma posture qui fait que ça fonctionne mieux, mais depuis que j'ai créé cette entreprise, je ressens beaucoup plus le respect
de tout le monde. Et je ne vois plus le côté femme peut-être moins bien que homme, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est une vraie question ou un vrai problème. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans le salariat, c'est toujours marrant quand tu mets des gens à des postes un peu clés comme ça. Moi, je l'ai ressenti parce que j'allais beaucoup à la rencontre de nouveaux clients, etc. Et c'est vrai que parfois, tu peux sentir, alors ça m'enlèvera pas le fait que j'avais ce poste-là, c'est pas cette personne et son regard qui va faire que je vais être virée, mais c'est vrai que tu peux parfois sentir une forme de, comment dire, certaines personnes qui, sous prétexte qu'ils voient une petite nana débarquer, se disent oui, celle-là, je vais en faire qu'une bouchée, je vais clairement, Exactement. je vais pas la prendre au sérieux nécessairement parce qu'elle arrive là, toute fraîche, et puis elle croit quoi. Et c'est vrai que ça, je l'ai déjà ressenti. Alors moi, personnellement, ça m'a, comment dire, toujours motivée. En tout cas, Ah oui, tu te disais, ah je oui. vais leur faire bien changer d'avis, t'inquiète pas. Moi, je l'ai senti à plusieurs reprises où je suis partie déjà à des rendez-vous clients et je savais, dès que je passais la porte, je pouvais lire dans le regard des gens ce qu'ils pouvaient penser au moment où je rentre. Une forme, j'ai déjà eu des remarques du style ah, vous êtes toute seule? Donc, Ah oui, oui, il n'y a que vous? Mais où Voilà. est votre patron? Où est l'homme de la situation? Exactement. Et moi, j'en étais arrivée à un niveau de responsabilité où j'avais vraiment pas besoin de la validation de mon responsable Bah ou quoi non. que ce soit, parce que lui, il me disait, mais vas-y, les yeux fermés, je te suis, peu importe la décision que tu prends. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où j'en étais presque à devoir lui demander, est-ce que tu viendrais pas avec moi pour ce dernier Ouais. rendez-vous, parce que là, il y a telle personne et que peut-être ça passerait mieux. Et il était là et il me disait, mais mets, C'est un truc de dingue, quoi. mets patronne sur ta carte de visite s'il faut, quoi. Ouais. Tellement c'est ridicule, mais c'est pour dire un petit peu. Alors, je souhaite évidemment pas que ça puisse empêcher quelques nanas que ce soit d'atteindre des postes élevés, mais c'est assez curieux de voir comment, soit parce que t'es une fille, soit parce que t'es jeune, soit parce que t'es Ouais. ci ou t'es ça. Moi, je pense que la jeunesse, elle fait aussi beaucoup, les deux, du coup, un peu mélangés, on va dire. Oui. Mais ouais. Non, bah voilà, bon, bref. Après, moi, je pense que c'est un atout. Je me suis toujours dit, arriver à un Mais rendez-vous justement, avec ouais. le sourire et la fraîcheur, c'est quand même déjà mieux que d'arriver à un rendez-vous en étant blasé et périmé. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Mais Tu oui, vois, bien c'est une sûr. énergie et malgré tout, moi, en l'occurrence, j'ai toujours essayé de le transformer en autre chose. Donc, si la personne en face de moi, elle me renvoyait un truc en me disant, tu es jeune, tu es une femme, je ne suis pas sûre de ce que tu racontes, je me disais, mais Ouais. toi, je t'ai bien en face de moi, je vais te montrer que je sais exactement de quoi Ouais. je parle. Et donc, tous les a priori et les clichés que tu te fais, dans quelques minutes, on en reparle. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. C'est hyper bien. Non, moi, non, ça va apporter de la satisfaction. c'est bien, et je pense que ça peut aussi faire que du coup ces personnes-là se rendent compte qu'ils sont peut-être trompés et qu'il n'y a pas de raison que, vu que t'es une femme, ça fonctionne moins bien qu'avec un homme qui aurait 45 ans. Bah, bref, tu vois. Tout à fait. Et c'est vrai que, Tant comme tu mieux, dis, faut continuer. dans les milieux de la communication, parfois il y a cette image que l'homme de la situation, c'est un homme plus âgé, Ouais. bien habillé, Qui maîtrise bien son sujet. poignée de main bien ferme. Oui, Tu oui, vois. c'est exactement ça. Bon, bah, bref. C'est comme ça. Hein. Mais c'est cool, et justement, c'est aussi l'intérêt qu'aujourd'hui les gens viennent te voir toi. C'est pour ta touche personnelle, c'est pour celle que tu es, Ouais. femme ou homme, en fait, peu importe. Hein, que ce qui est important surtout, c'est ce qui est délivré, c'est la manière de le Exactement. faire, c'est la manière dont tu vas appréhender en fait le travail qui est demandé. Et donc pour ça, j'avais aussi une autre question. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi beaucoup évolué dans le monde des agences. Je connais un petit peu voilà, les différentes contraintes qu'on peut, ou frustrations même parfois, qu'on peut avoir en agence. Et j'aimerais un petit peu te demander, c'est peut-être un petit conseil que tu pourrais donner. Est-ce que tu as déjà eu dans un premier temps affaire à des clients difficiles? Et quel serait ton conseil à donner à d'autres personnes qui, dans le milieu de la communication, mais dans d'autres milieux, qui ont affaire à des clients difficiles? Est-ce que tu as déjà un petit peu réfléchi à la question? Alors, moi, j'ai beaucoup de chance là depuis que j'ai démarré. Je n'ai aucun client difficile. Je les adore tous. On Ça, touche du bois. Ouais, je Où est le touche bois vraiment du bois là parce que vraiment j'ai trop de chance. J'ai que des clients déjà dont je partage un peu les valeurs. Ça, c'est hyper important. Oui. Que je trouve tous très sympathiques et flexibles, tout ça. Donc voilà, ça c'est super. Après, les clients difficiles. Le problème, c'est qu'il y a différents types de clients difficiles. Il y a des clients qui vont être difficiles. Justement, on peut parler de ceux qui croient pas en fait que tu sois une femme ou jeune ou qui te connaissent pas. Ou voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu.
C'est vrai que moi, je trouve que... Bon, là, on va vraiment parler du milieu de l'agence, mais je trouve que la manière dont on présente les choses, elle est tellement importante. Oh C'est-à-dire oui. que préparer son speech avant, préparer sa présentation, préparer sa manière... Enfin, même comment se présenter, ça, je trouve ça très important. La deuxième chose, qui est un peu plus délicate, mais que je trouve très très importante, c'est de connaître la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est tous les rois du stalk, donc on peut pas se mentir, mais Oui. mais franchement, taper sur Google le nom de la personne qu'on va rencontrer, c'est super important parce que dire des bêtises, ça va très rapidement. Dire quelque chose, je dis n'importe quoi, faire une blague sur les Belges alors que la personne est belge, voilà, ça n'ira pas. Ouais. Hein, ça va très vite. Ou alors sur les centres commerciaux alors que la personne a travaillé X années dans un centre commercial. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut faut vraiment s'attarder. Et moi, alors ça va un peu plus loin que le client difficile, mais la raison pour laquelle j'ai quitté des grosses agences de communication pour venir travailler dans plutôt des petites agences, tu vois, où tu rencontres vraiment un client, c'est que j'ai beaucoup de mal à ne pas connaître la personne avec qui tu vas travailler. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans mon processus de création, j'ai vraiment besoin de la voir, ou alors avoir quelqu'un, un chef de projet qui va vraiment bien me décrire cette personne, tu vois, sentir un peu ce qu'elle aime pas, le petit rictus qui va faire que ça va plus plaire que ça, Oui. la couleur, tu vois, tout ça, et ben ça c'est très important, et en fait tu pourras contenter un client qui sera difficile juste parce que tu l'auras mieux cerné. Et voilà, bon bref, ça va être dans la création ou même dans la façon de parler. Je suis 100% d'accord avec toi. Je dirais en fait, et c'est là, je trouve, après tu me diras ce que tu en penses, mais Oui. je trouve que c'est là aussi la qualité d'un bon créatif. Au-delà juste d'être talentueux et de savoir faire de belles exécutions, c'est aussi cette capacité à éprouver aussi de l'empathie pour l'autre, être suffisamment concerné par la personne qu'on rencontre, pour laquelle on travaille, pour se dire à un moment donné comment est-ce que elle va prendre les choses si je les tourne de cette manière ou de telle manière. Et c'est vrai que pour moi, tout le monde, après c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais tout le monde ne dispose pas de cette intelligence, moi j'appelle intelligence émotionnelle, de se dire je suis face à quelqu'un qui a tel tempérament ou tel caractère, qui a l'habitude de travailler de cette manière-là, et donc je pense que parfois c'est plus facile de pas se mettre à la place de l'autre et de se dire oui il est con, oui il est chiant, et c'est le problème, et moi je suis parfaite. Ouais. Et non mais ça c'est vrai, mais oui, c'est vrai, savoir ça, et puis aussi savoir dire d'accord, ça lui a pas plu, mais je peux recommencer. Tu vois, ça c'est des choses qu'on s'est beaucoup posé comme question avec la dernière équipe créative avec laquelle j'ai travaillé. C'était des fois on n'a plus envie de travailler pour cette personne. On ça, se je dit, peux comprendre aussi, hein. mais non mais je vais quand même pas créer pour lui alors qu'il vient de me jeter tout ce que j'ai fait et que moi je savais que c'était la meilleure chose. Non, c'était pas la meilleure chose. Parce que pour toi, c'était la meilleure chose. En termes de graphisme ou de choses pures, oui, c'était peut-être la meilleure chose. Maintenant, ça ne lui convient pas. C'est pour lui. Bien En sûr. fait, il faut jamais oublier que faut se mettre un peu à sa place et se dire que voilà, ok, peut-être qu'il n'a pas des goûts aussi, enfin voilà, il n'a pas des goûts intéressants ou il aime des choses très vieillottes, mais c'est pas grave. Il faut le faire comme lui il le veut. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport Ouais. à ta définition un peu du métier, qui est, bah voilà, on travaille pour le compte d'un client, Ouais. donc à un moment donné, on doit aussi s'adapter à sa Ouais, demande. c'est exactement Et ça. comment tu arrives à ne pas arriver sur la frontière de je deviens la main du client? Parce Ah oui, qu'il non, n'y a quand qu'un même. pas entre les deux Quand même. parfois. Oui, bien sûr, mais après d'un côté, ça faut savoir, ça c'est aussi, ça fait partie du métier, il faut savoir imposer et lui expliquer pourquoi. De toute façon, on peut tout justifier. Tout est justifiable d'une certaine manière, on sait pourquoi on le fait, et on arrive toujours à prouver que c'est mieux comme ça. Alors des fois, on fait certaines concessions, malheureusement, mais à d'autres moments, non, ça fonctionne bien comme ça, et le client, si on le vend bien, le client sera content, quoi. Effectivement, c'est vrai. Après, autre chose sur lequel je veux revenir, qui est pas facile pour les créatifs en général, c'est de prendre sur soi et de ne pas se dire que il a critiqué nous-mêmes. En fait, c'est très difficile de se détacher de son travail. Mais ça prend du temps, mais ça vient. Mais je sais que souvent les créatifs qui sont jeunes, c'est leur gros souci de se dire ah là là, mais ma vie est ruinée, ma vie est foutue, ils m'ont dit que j'étais nulle, ça va pas du tout. Alors que c'est pas grave.
Ça n'ira pas pour lui, ça ira peut-être pour quelqu'un d'autre, et garde-le pour toi, pour ton book, et tant mieux. Oui, Sois oui, fière de ce que t'as effectivement. fait, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de maturité d'arriver à Ah prendre oui, ce oui. recul et de se dire la journée n'est pas fichue parce que Non. une de mes propositions n'est pas passée. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est pas facile, hein. Hmm. Je le conçois. Et tout le monde n'a pas l'art et la manière de Non. dire les Ah choses oui, c'est aussi. clair. Hein. Ah bah des fois, oui, c'est clair que des fois, quand c'est juste par mail, il y a même pas de bonjour et Oui. ça ne va pas. J'avais une autre question à te poser. On arrive tout doucement vers la fin du podcast et je me demandais de ton côté comment est-ce que tu faisais pour rester inspirée? Parce que toi, tu es censée créer, c'est ton métier, mais en tant que créative, comment est-ce que tu arrives à garder ce jus créatif en fait? Est-ce que tu as des rituels par rapport à l'inspiration? Je veux dire, est-ce que je sais pas, le matin, tu as une liste de choses que tu regardes? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes regarder de manière plus périodique pour rester inspirée? Comment est-ce que tu t'y prends? Alors, oui. Déjà, je voudrais dire quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que la créativité, encore une fois, comme le dessin, ça peut s'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a des techniques de création. Alors des fois, les gens, ils s'en rendent même plus compte qu'ils les ont. Mais on a tous des techniques qu'on a appris à l'école, si on a fait ces études, qui sont, tu vois, tout autour du champ lexical. Tu prends quelque chose, tu sais, machin, tu crées un peu le monde, tu prends des images, des trucs un peu à droite à gauche, et puis petit à petit, tu crées quelque chose. Bon, en plus, moi, j'ai un profil assez publicitaire, même si, bon, au final, j'en fais beaucoup moins, mais de base, j'ai travaillé en agence de publicité, donc j'ai appris le monde de la pub qui est encore autre chose niveau création, parce que il faut vendre un produit, vendre un concept. Pas vraiment de monde de la pub au Luxembourg. Non, hein. il n'y en a pas vraiment. Hein Non. On est bien d'accord. Non, c'est ça. Mais voilà, du coup, je viens de ce monde qui était difficile parce que, du coup, moi, j'ai travaillé sur des campagnes publicitaires pendant 9 mois, seulement sur cette campagne, Oui. à tous les jours refaire 10 concepts. Non, mais c'était un truc de fou. Donc, Ouais, c'est très différent. Hein. Oui, mais niveau créativité, ça t'use, mais à un point, c'est incroyable. Moi, je suis sortie de là, j'étais vraiment fatiguée de devoir toujours me remettre en question, de reprendre à zéro. Alors, ok, ça, c'était pas bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis recommencer. Donc ça, c'était pas facile. Maintenant, moi, je trouve que la créativité, enfin, l'inspiration, on va dire, elle peut venir de n'importe où. C'est-à-dire que moi, souvent, on est sur quelque chose et puis on s'en sort pas. C'est marrant parce que j'en parlais avec une copine qui est graphiste il y a quelques temps, qui n'arrivait pas à faire quelque chose et puis elle était stressée parce qu'elle devait partir en vacances. Et je lui ai dit, mais vas-y, je suis sûre que tu vas revenir et tout ira bien. Et ben en fait, c'est le meilleur moyen. Quand on est bloqué, aller faire autre chose, sortir, aller prendre l'air, lire un livre, regarder un magazine. Des fois, l'inspiration, c'est dingue, elle vient de choses improbables, quoi. Tu vas aller dans un endroit, une architecture qui va te faire dire que ah ouais, ça c'est sympa, un panneau de la circulation, ah ben ouais, une typographie un peu plus comme ça, la taille là, ça pourrait être sympa. Enfin voilà, tu vois, c'est toutes ces choses-là. Moi, je m'inspire beaucoup aussi de tout ce qui est le monde illustratif. Je suis très sensible à la couleur. J'adore tout ce qui est couleur. D'ailleurs, mes anciens collègues pourront le dire, je retouchais tout le temps leurs couleurs parce que ça m'allait pas par rapport à ce que je pensais. Mais voilà, je suis très sensible à ça. Et ouais, faire un voyage, aller voir dehors, passer du temps avec mes amis, aller dans un magasin, je lis beaucoup. Je parcours beaucoup de livres. Tu vois, je regarde plein de choses, anciennes, nouvelles, et ouais, c'est comme ça. Ok. Mais, ouais, ce que je voulais surtout dire, c'est que la créativité, c'est un sport, en fait. Vraiment. Voilà. Donc toi, tu t'entraînes, on va dire, de la même manière qu'on le ferait pour un muscle. T'entraînes Ouais, ta c'est ça. créativité avec un maximum d'activités, de choses Ouais, que c'est tu fais ça. autour de ton métier. Et tout est inspiration, quoi. Tout. Est-ce que tu as d'autres passions à côté du graphisme et de l'illustration? Attends, alors là, c'est compliqué. Moi, franchement, mes passions, elles sont très simples. De base, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais petite, mais bon, j'en fais pas depuis un bout de Qu'est-ce temps. que tu faisais comme instrument? Alors, j'ai fait de la flûte traversière, Ouais. du piano et du chant. Ah la Et vraiment, vache! c'était mon truc à l'époque. Ouais. J'aurais aimé travailler là-dedans. Et puis non, finalement. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore sur ton temps libre de temps en temps? Franchement, j'en fais beaucoup moins. Pas du tout? Mais j'aimerais bien reprendre plus le piano.
Ouais. d'ici quelques années. Qu'est-ce que c'est stylé de savoir jouer du piano. Ouais, c'est cool. Moi, mais je bon, ne sais pas jouer, mais j'adorerais. j'ai tellement abandonné que Ça se c'est perd un peu. catastrophique. Ah ouais, Parce que c'est comme les langues qu'on pratique Ah ouais, pas non, beaucoup. non, clairement. Ouais, Ouais. ouais, t'as les doigts qui fourchent et tout ça, pas du tout. Ah zut. Mais bon, c'est pas grave, ça reviendra. Et il n'est jamais trop tard pour reprendre. hein. Non, non, il est jamais trop tard en effet. Et sinon, bah écoute, j'ai un chien, je passe énormément de temps avec lui. Que j'ai vu en photo, qui est Oui. magnifique. C'est quoi comme race de chien? C'est un berger australien. Ah oui, oui, oui. Ils sont magnifiques, ces chiens. Ouais, ouais. Puis tu me parles de berger australien. Ah, Moi, bah j'adore oui. l'Australie. Exactement. Donc voilà. C'est des chiens très poilus, là. Ah qui ouais, ont ouais, le- ouais, bah oui. Mon salon s'en souvient. Et mes habits en général aussi, mais voilà. Tu le ramènes pas avec toi au studio, ton Non, chien? il est un peu trop agité pour l'instant, Ah, mais je vais ok. finir par le faire, mais ouais, j'attends un peu. Est-ce que tu as fini un petit peu ton setup dans ton studio? J'ai vu Ouais. que tu l'avais meublé, que tu l'avais énormément Ouais, personnalisé. alors moi, pour moi, c'est hyper important l'endroit où je suis, le Oui. cadre, me sentir bien. Donc ouais, j'ai mis plein de choses à droite, à gauche, des petites choses à moi. Mhm. J'ai rempli ce vide, en fait. Et voilà. Donc ouais, ouais. Est-ce que les gens peuvent passer un peu comme ça, Ah, mais te voir au complètement. studio s'ils ont envie? Complètement. J'espère Ok. que je serai là parce que pour l'instant, je suis pas très assidue, mais j'essaye d'être là. Mais c'est super. Donc, on leur dit, toi, tu es au 1535 Creative Hub à Differdange, Exactement. au 3e étage. Oui. Voilà, donc si les gens se sentent la force, franchement, vous ne le regretterez pas parce que son studio est vraiment super stylé. Moi, je l'ai vu qu'en photo, j'ai pas encore eu l'occasion de venir, mais je vais venir quand il va y avoir les portes ouvertes. Ah faire bah un génial. petit coucou. C'est un endroit très cocooning, j'ai vu, et hyper bien. Et ça, c'est important parce que ces locaux, en fait, si on les prend en tel quel brut, ça peut être un petit peu plus froid. Et en Ah, fait, c'est très c'est ça froid. aussi qui Ouais, est ouais. cool, c'est que chaque entreprise qui est locataire là-bas peut vraiment faire ce qu'elle Ouais. veut de son espace et le personnaliser à fond. Et c'est ça qui est cool aussi. Ah quand bah même. ça c'est génial, vraiment moi je suis tellement contente d'être au 1535. Déjà rien que l'entourage, les gens qui sont autour, je suis ravie et en plus de ça, en effet comme tu dis, les locaux déjà sont très beaux et en plus de ça on peut le personnaliser et voilà, et on se sent bien. Et c'est ouvert justement pour toutes les personnes qui seraient intéressées à travailler avec toi, qui voudraient voilà, en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais. Exactement. Et puis moi j'aime rencontrer les gens, donc même comme ça. Quelqu'un qui passer. toque et qui dit bonjour, est-ce que je peux venir prendre un café? Et avec plaisir. Il y a ouais, la ouais. place, quoi. Ok, Clairement. super. Est-ce que toi, de ton côté, tu aurais envie de partager avec les auditeurs du podcast peut-être quelque chose, voilà, ça peut être une revue que tu aimes bien, un podcast que tu écoutes, ou bien une vidéo, quelque chose qui t'a marqué, qui pourrait intéresser les autres? Ouais, alors j'ai ramené 3 choses. Ah, Enfin, dis-moi. je vais parler de 3 choses. Dis-moi. Parce qu'en fait, j'arrive pas... Enfin, même si je pourrais encore t'en dire 10, mais bon, je vais parler de ces 3 choses-là. Je vais parler d'abord d'un podcast. Donc, moi, j'adore le podcast Transfert de Oh, je Slate ne le connais Magazine. pas. C'est vrai? Ok. Alors, Transfert, ça parle... En fait, c'est des histoires de vie, un peu romancées. Enfin, voilà, pour le dire. Mais c'est que des gens à qui il est arrivé des trucs extraordinaires ou ordinaires, mais qui sont devenus fous et qui ont changé leur vie. Et donc c'est une personne qui parle et qui raconte son histoire, mais je te jure qu'à chaque fois je suis scotchée, ça me rend folle, enfin c'est trop bien. Et c'est sur des histoires très différentes. Hein. Très très différentes. Ok. Voilà, des gens qui ont eu peut-être... Mais c'est rarement très triste, on va dire. Parce que sinon, moi je sais que je peux être très sensible à ça, donc non. Mais des belles histoires ou des choses improbables qui leur sont arrivées, même des choses peut-être un peu plus tristes, mais qui se finissent quand même bien. Ok. Mais voilà, je conseille vraiment ce podcast. Donc c'est un podcast de Slate. Ok, super. Bah, je vais mettre le lien en barre d'infos, comme ça les gens pourront aller écouter aussi. Et moi, je suis aussi très friand des Je te le podcasts. conseille. C'est un format que j'aime beaucoup. Et je suis aussi toujours à la recherche en fait de nouveaux podcasts parce que je trouve que c'est génial en fait. Ouais, mais moi celui-là, je les ai tous écoutés, peut-être ben. pas les derniers, mais vraiment, je suis ultra fan. Deuxième chose dont je voulais parler d'une œuvre, entre guillemets, d'une artiste... Alors moi j'aime bien les accidents, en fait. J'aime bien les gens qui sont arrivés à quelque chose, mais d'une manière improbable. Un petit peu aussi ce qu'on s'est dit sur David Sonner la semaine dernière, où on se rend compte que son métier, à la base, c'était pas du tout celui qu'il avait prévu, et que finalement, voilà, quelque chose en entraînant une autre a fait que, voilà. Sauf que bon, là, en l'occurrence, cette personne, c'est Viviane Mayer, qui est une photographe new-yorkaise. Et en fait, si tu veux, pour la petite histoire, Viviane Mayer, c'était une nanny, une Mary Poppins toute simple, qui prenait des photos toute sa vie, mais des photos qui sont magnifiques. Et elle ne les a jamais vraiment montrées. Et il s'avère qu'un jour, il y a un jeune agent immobilier qui décide d'acheter des pellicules photos par hasard, c'était en 2009.
aux enchères. Je crois que pour 400 $, il a acheté 100 000 pellicules photo, quelque chose comme ça. Waouh. Et en fait, il s'avère que c'était l'œuvre de Viviane Maier, qui n'était pas connue, puisqu'il voilà. Et il a fait développer, il s'est rendu compte que les photos, elles étaient pas mal. Puis il a commencé à montrer à des experts qui les ont trouvées géniales. Ils ont essayé de trouver qui était cette personne. Et Viviane Maier est morte à ce moment-là. C'est non, fou, mais un ça. truc de dingue. Et Elle n'a pas connu la gloire non, de savoir que elle n'a jamais ce connu qu'elle a sa fait, gloire. c'était génial. Ouais, Oh, mais incroyable. c'est Ouais, fou. c'est triste d'un côté, mais d'un Oui. autre côté, l'histoire est dingue. Ouais, ça rend le côté un Et, peu légendaire, presque. Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis fascinée par cette personne et par son histoire et par le fait qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces photos et pourquoi elle a pris cette photo, on ne le saura jamais, en fait. Et c'est une personne voilà, qui a vécu assez seule toute sa vie, qui était juste une nourrice à New York et j'adore. Enfin, voilà. C'est cool. Ouais, donc, c'est encore autour un peu de l'accident, de l'histoire, de la vie. l'humain Ouais. et en même temps quelque chose de très créatif et d'artistique. Quoi. Exactement. Et du coup, la troisième chose que je t'ai rapportée d'ailleurs, qui est encore une fois, qui parle encore de ça, c'est le livre de Riyad Sattouf, L'Arabe du futur. Ok, alors je ne connais pas du tout non Alors, plus. très bien. Donc Riyad Sattouf, c'est un comment dire, il a écrit des livres, des BD, il a fait des films, notamment Les Beaux Gosses, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça me dit quelque chose de Voilà. nom, mais ça fait un petit moment ce film, ouais, non ? bien sûr. Donc il a fait quelques films, il est assez rigolo et des dessins animés également. Et en fait, Riyad Sattouf, il est d'origine syrienne et française. Sa mère est française, son père est syrien. Et il a vécu en Libye et en Syrie quand il était enfant. Ok. Et en fait, si tu veux, il raconte son histoire depuis quelques tomes maintenant. On en est au 4e, il va bientôt écrire le 5e. Il raconte sa vie. Mais vraiment, ce livre, il m'a bouleversée, je te jure. Donc en fait, si tu veux, il explique sa jeunesse au Moyen-Orient pour un petit blond qui arrive sous la Libye de Kadhafi, tout ça. Il explique la vie, mais d'une manière géniale, parce qu'il explique comme un enfant qui te dit, voilà, pour aller à l'école, par exemple, on avait des sacs poubelles, et puis c'était trop cool, il fallait avoir le meilleur sac poubelle, mais des choses... Enfin, pour nous, on se dit, mais mon Dieu. Et en fait, lui, il le raconte d'une manière adorable, et j'ai adoré ce livre. Son histoire elle est dingue et je trouve que, tu vois, encore une fois, l'idée de s'ouvrir un peu au monde et à tout ce qui nous entoure, c'est hyper créatif, c'est hyper intéressant et ça moi ça m'inspire énormément et voilà, et j'adore ce livre et j'adore tout dans ce livre. C'est un peu sous forme de BD en C'est une fait. BD, c'est une BD. D'accord, je m'attendais pas du tout non, à ça, c'est une coup, BD. C'est énorme. Ouais, c'est une toi, BD, lis, elle se lit super bien. Alors moi je lis un peu de tout, ouais. mais j'adore Riyad Sattouf, vraiment c'est génial. Et ben écoute, ça fera une découverte de plus. Ouais, vraiment. Donc ça je le conseille mais à n'importe qui parce que rien que pour la culture se rendre compte de ce qui se passe dans ces pays, enfin ce qui s'est passé dans ces pays et puis même alors lui encore une fois, il a une histoire de dingue, c'est-à-dire qu'il a vécu ça mais aujourd'hui il est hyper connu en France et il est super et voilà, il vient d'avoir une exposition sur lui, enfin voilà. Ah, c'est fou. Bref, ouais, voilà. Ah, c'est marrant, donc c'est super comme choix ce que tu as fait parce que il y a des points communs, il y a des choses qui convergent aussi parce que c'est... c'est un peu les accidents de la vie, tu vois, c'est les choses qui font que... c'est de l'humain, mais en même temps, c'est des choses qui sont avec des perspectives totalement différentes. Et c'est ça aussi que moi, je partage énormément avec toi, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast Outrospection, c'est parce que j'aime se dire que oui, bien sûr, en soi, on a pas mal de réponses et de choses, mais qu'est-ce qu'on peut en apprendre beaucoup avec les autres, avec leur point de vue, leur récit de vie, etc. Et se nourrir de ça, c'est, je pense, la meilleure des inspirations et la plus grande des richesses. Donc c'est génial. Merci en tout cas pour ces partages. Et comme j'ai dit, pour toutes les personnes qui seraient intéressées de retrouver un petit peu les inspirations de Clémence, je vais les mettre en lien. Enfin Clémence, peut-être dis-nous, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter de mieux là pour, allez, t'as fait 3 mois officiellement, on peut dire, pour les 3 prochains mois et puis pour l'année, pour terminer l'année. Ouais, écoute, que tout fonctionne bien, que j'ai un... En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est surtout que les gens se disent que ce que je fais peut être intéressant et que ça peut leur apporter quelque chose. Et là, ça devient intéressant. Et ensuite, professionnellement, que tout roule et voilà, quoi. Toi, est-ce que t'es bien dans tes baskets depuis que tu t'es lancée là-dedans ? Ah, mais tellement. Je suis vraiment bien, il n'y a pas de doute, hein, je suis moins stressée. Ouais. Même si, voilà, hein, c'est la même chose, hein, c'est le même stress. Mais je pense que c'est le fait de se dire, dans tous les cas, même s'il y a un problème, ce sera de ma faute. Donc, autant y aller, hein, c'est pas grave. C'est vrai. Donc, et voilà. c'est quoi, selon toi, comment tu définirais la touche Studio Blumst ?
Alors, qu'est-ce qui vous rend unique dans ce studio? Moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est des choses très personnalisées. C'est hyper important pour moi. On est dans une société dans laquelle on a envie d'humain et on a besoin d'humain. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Encore une fois, un peu comme ce que tu fais, moi, j'aime bien m'intéresser à la vie de mes clients, entre guillemets. Voilà, je vais pas non plus dans leur intimité, mais savoir qui ils sont et pourquoi ils sont là et pourquoi ils en sont arrivés là et quel a été le cheminement pour qu'on en arrive à une problématique. Et ensuite, ouais, je pense que j'espère, ce côté un tout petit peu féminin. Et puis la touche illustrative aussi, qui rajoute un peu de justesse. C'est vrai. Et ben c'est génial. Donc moi, je vais inviter toutes les personnes qui écoutent ce podcast à aller voir, à checker ce que fait Clémence Touveron avec le studio Blumst. Donc il y a des pages Instagram qui sont juste géniales et vraiment super jolies, esthétiques et en même temps très fines, très justes. Donc les noms des pages, c'est bien... Alors moi personnellement, mon compte Insta c'est Clémilicious, c'est Lemilicious. Après j'ai la page de Studio Blumst, donc c'était studio.blomst et j'ai le site internet www.studioblumst.com. on ira vérifier. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par ce que fait Clémence, n'hésitez pas à aller voir les différents comptes. Vous pouvez aussi lui envoyer des petits DM, je pense. Oui, avec plaisir. Et puis j'ai la page Facebook du Studio Blumst aussi. Oui, je vois que les gens le font. Hein, c'est vrai. J'ai regardé dans tes commentaires qui te contactent aussi par commentaire en disant est-ce que tu serais intéressé de travailler pour nous, de faire ça. Donc je trouve ça super chouette. Ouais, j'ai eu pas mal de retours sur Instagram, donc ça c'est vrai que c'est très agréable. Et ouais, bon, pourvu que ça dure. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est vraiment mérité. J'espère que vous aurez senti vraiment la justesse de cette fille, de Clémence, et sa gentillesse, sa bienveillance, parce que je pense que vous pouvez avoir toute confiance, en tout cas, des personnes. Si l'humain passe bien, généralement, le reste aussi. Donc, merci encore à toi d'avoir accepté de participer aujourd'hui au podcast. C'était un plaisir de t'avoir. Et voilà, j'espère qu'on aura encore l'occasion de se revoir et de faire d'autres trucs, artistiques ou pas. Avec plaisir. Et moi, je te remercie beaucoup parce que j'adore les podcasts, donc je suis très contente de faire partie d'un podcast. C'est un peu ma fierté personnelle. Et puis, en plus, je suis très ravie de notre entretien. C'était très sympa. Et toi-même, tu es quelqu'un de très agréable, donc... Merci beaucoup, parfait. C'est super gentil. Bon, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, mais aussi à le partager autour de vous pour faire un petit peu connaître le podcast, mais aussi Clémence et ce qu'elle fait. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et je vous remercie tous pour votre soutien.